RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Comment appliquer ces leviers dans le contexte de la République démocratique du Congo? On en parle avec un chercheur, lobbyiste, stratège en investissement et responsable du cabinet consulting basé à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Monsieur Patrick Onoya. Monsieur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour Eric. Je rappelle que vous êtes aussi professeur à l'université. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, parmi les trois leviers, on va parler de l'économie congolaise. Vous parlez de la financiarisation. C'est quoi la financiarisation? Merci beaucoup. La financiarisation, quelquefois, ça tend à être un terme un peu barbare, mais ça veut simplement dire cet attrait au développement des marchés financiers de façon générale ou encore des services financiers dans l'économie. Comme vous le savez, les finances agissent comme le sang, n'est-ce pas, dans le corps humain. Pour qu'une personne soit en bonne santé, il lui faut une bonne quantité de sang qui circule avec une certaine vitesse. C'est la même chose pour l'économie. Lorsque les finances nécessaires au fonctionnement de l'économie ne sont pas disponibles, l'économie est une économie morose, et c'est le cas de la République démocratique du Congo. Pour parler de disons, obtenir cette financiarisation, il faut augmenter le nombre des institutions financières, les banques, les institutions de crédit et finances? C'est une bonne question. Dans notre modèle, nous posons des préalables. Il y a un ensemble de préalables que nous posons pour en arriver à cette financiarisation. Ces préalables sont liés à un changement de paradigme au niveau du gouvernement. Le premier paradigme, c'est passer de faire à faire faire. Je vais m'expliquer. De faire à faire faire, c'est que nous avons au niveau du gouvernement une certaine tendance, quoique nous disons que nous avons adhéré à l'économie de marché, ça signifie qu'il faut pousser le secteur privé. Mais lorsque je prends un exemple, par exemple, on veut développer le secteur de la pêche. Le ministère prend une très belle initiative de pouvoir développer la pêche locale. Seulement, bon, il achète des bateaux de pêche, ça c'est une chose. Et de l'autre, on verra une entreprise publique qui va être créée. Malheureusement, c'est la mauvaise direction. C'est-à-dire que le gouvernement doit rester le plus incitateur et régulateur. Dans ce contexte-là, par exemple, le projet de bateau de pêche, il aurait été plus judicieux que le gouvernement se limite à être incitateur et pousser des opérateurs du secteur privé pour pouvoir, n'est-ce pas, opérer dans ce secteur-là. Leur faciliter l'accès au crédit, par exemple. Voilà, et tout ça, et faire en sorte que ce soit une occasion pour que des privés développent le secteur de la pêche. Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait déjà que le fonctionnaire, vous savez, lorsqu'on va créer cette entreprise publique, ça sera un politicien qui sera à la tête, n'est-ce pas, qui ne connaît rien de la pêche, mais qui entrera là-bas. Et la suite, c'est qu'on aura un canard boiteux. Donc, d'abord, la première des choses, c'est que le gouvernement doit connaître ses limites. Il doit se limiter à être incitateur et régulateur, le plus. Incitateur, ça veut dire quoi? Le gouvernement doit faire quoi? Incitateur, c'est là que nous revenons vers la financiarisation, parce que s'il prend la casquette d'incitateur, c'est en ce moment-là, c'est incitateur du secteur privé. C'est-à-dire que le gouvernement se met en place de celui qui doit fabriquer les millionnaires. Vous savez, en 2019, je crois 2020, j'ai organisé une mission pour, à l'époque où l'OPEC devenait l'ANADEC, donc pour l'OPEC, la présidence et le ministère des PME, qui est allé aux États-Unis, au Texas, pour voir de quelle manière on propulse les petites et moyennes entreprises. Il faut retenir que c'est l'État qui fabrique les millionnaires. Lorsque l'on
on dit que le chef de l'État veut avoir des millionnaires, c'est l'État qui doit les fabriquer. Ainsi, revenons sur la question de la financiarisation. La financiarisation dans un concept, dans un contexte économique, c'est créer l'accès à l'épargne, n'est-ce pas? Parce que c'est l'épargne qui crée l'investissement. Ainsi, on a deux types d'épargne qu'il faut mobiliser. Il y a l'épargne locale, donc l'épargne nationale, et l'épargne étrangère. Dans l'épargne nationale, je vais analyser les deux aspects. Au niveau de l'épargne nationale, on note ici une étude établie qu'il y a plus de 10 milliards de dollars, n'est-ce pas, de thésaurisation en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, on a plus de 10 milliards de dollars qui est à la maison. Les gens ne trouvent pas un intérêt de pouvoir amener cela dans le circuit bancaire. Ils n'ont pas confiance au système bancaire congolais. C'est simplement parce que... C'est une culture congolaise. Et c'est parce que les banques ne... Lorsqu'on a, par exemple, un DAT, un dépôt à terme, n'est-ce pas, on vous propose, par exemple, 2% annuel, bien, ça ne vous intéresse pas nécessairement. Ceci veut simplement dire que la financiarisation veut qu'il y ait une réflexion poussée sur comment on peut faire pour attirer, n'est-ce pas, cet argent que les gens gardent dans leur maison pour amener, n'est-ce pas, dans l'économie. On a, par exemple, la création des sociétés de placement. Parce qu'une banque commerciale a une philosophie, n'est-ce pas? Mais une société de placement peut vous offrir, par exemple, des taux d'intérêt par rapport à va vous proposer une rente. Je donne un exemple pour bien illustrer. Lorsqu'on a un retraité qui touche 50 000 $ à sa retraite, s'il a déjà un logement pour lui, n'est-ce pas? Quelles sont les options d'investissement qui sont à sa disposition? À part construire, s'il a 50 000, qu'est-ce qu'il peut? Il n'est pas commerçant. L'État doit réfléchir. La financiarisation réfléchit à ce genre de choses. C'est-à-dire, on peut proposer à ce papa de faire un placement de ces 50 000 et il a par exemple une rente de 500 $ par mois. S'il peut vivre de cela, il pourra même laisser les 50 000 en héritage pour ses enfants. En ce moment-là, lorsque les retraités qui ont cet argent, leur argent, savent comment le replacer dans l'économie, n'est-ce pas? Eh bien, cet argent va servir aux entrepreneurs. On a ici, au Congo, faute des options d'investissement, on a une thésaurisation sous une autre forme, c'est-à-dire c'est par la terre. Donc, vous avez des gens qui gardent l'argent à travers l'achat des parcelles. Lorsque vous avez 10, 15, 20 parcelles, ça devient de la thésaurisation. Parce que cet argent-là, vous avez manqué quoi en faire. Au bout du compte, vous avez peut-être un portefeuille de 200, 300 000 $ que vous gardez comme ça. On pourrait peut-être faire plutôt favoriser la création des coopératives, comme par exemple en Israël, le kibbutz, tout ça. Ça peut également être un des facteurs pour la financiarisation de l'économie congolaise. Exactement. La financiarisation veut que l'on développe tout le système bancaire dans sa globalité, ainsi que le système financier de manière générale. Vous remarquerez qu'on a peut-être plusieurs banques, mais on n'a que des banques commerciales. Il n'y a pas de banque d'investissement à proprement parler. Or, les banques commerciales existent pour un but. Les banques commerciales existent pour résoudre des questions de trésorerie. Ce sont les banques d'investissement qui permettent de développer, n'est-ce pas, les outils de production, ainsi de suite. Pourquoi il est difficile de créer une banque d'investissement au Congo? Nous avions la banque de crédit agricole à une certaine époque, qui depuis que elle a mis la clé sous le paillasson, on ne parle plus de banque de crédit agricole, banque d'investissement, ça n'existe plus. C'est l'environnement économique. C'est une question de volonté politique. Vous savez, je suis désolé, mais le ministère des Finances, ici en République démocratique du Congo, depuis plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, c'est le ministère des régies financières. Or, le ministère de Finances, le ministre des Finances, est appelé à réfléchir sur l'amélioration du système financier. C'est-à-dire qu'il doit exister des politiques publiques en matière d'amélioration des systèmes financiers. Et si on n'y réfléchit pas, comment est-ce que on va y arriver? Voilà pourquoi nous parlons de la financiarisation de l'économie. Je prends un exemple. Parlons maintenant de l'épargne étrangère. Parlons de l'épargne étrangère, c'est-à-dire que nous pouvons aussi augmenter les finances dans notre économie si nous arrivons à capter, n'est-ce pas, l'épargne étrangère. Et comment on le fait comment? On le fait
merci, c'est que d'un point de vue conceptuel, on dit que la RDC doit se constituer en un entonnoir de la finance. Je vous donnerai une information. Chaque jour, au niveau du marché des capitaux mondiaux, il y a 1000 milliards de dollars de disponibles chaque matin. Chaque fois qu'il y a ouverture de marché, il y a plus de 1000 milliards de dollars cherchant où être absorbés. Mais la question est, dans ces 1000 milliards de dollars, la République démocratique du Congo arrive à capter combien? Je vais vous donner ici 3 modes, n'est-ce pas? 3 modes de captation de cette épargne étrangère. Le premier mode de captation de cette épargne étrangère, c'est à travers le développement des instruments financiers. Lorsqu'on a des instruments financiers, si nos banques, ça c'est un travail maintenant qui doit se faire, on doit faire évoluer la réglementation de la Banque centrale pour accepter des instruments financiers tels que les lettres de crédit, SBLC, n'est-ce pas? Ce sont à travers les lettres de crédit SBLC, c'est une manière, une façon aussi de pouvoir capter. Donc, on peut capter l'épargne étrangère à travers des lettres de crédit telles que les SBLC, c'est la Standby Letter of Credit, qui sont des outils de commerce extérieur, mais qui aident aussi au financement international. Deuxième possibilité pour attirer l'épargne étrangère, c'est à travers ce qu'on appelle en anglais de structured finance. La structured finance, c'est un mode de levée de fonds, n'est-ce pas, où un bureau d'études, un cabinet de premier ordre devient la garantie d'un projet. Je donne un exemple, c'est-à-dire que vous avez un projet, si un cabinet de premier ordre fait les études et dit que ce projet-là va réussir, cette étude-là devient la garantie et à travers le marché de capitaux, on donne l'argent pour ce projet. Donc ça, ce sont des choses qui sont faisables. Troisièmement, c'est la levée de fonds à travers le marché des capitaux par le mécanisme d'assurance. Lorsque un projet est assuré, un projet qui a des études et qui est assuré, n'est-ce pas, cela facilite la levée de fonds aussi. Ça, ce sont des choses que nous faisons, n'est-ce pas, et que d'ailleurs mes collègues, parce que je suis à la Chambre de commerce de Dallas, pourquoi j'en parle? Parce que si nous sommes encore à l'étape de l'enseignement, n'est-ce pas, mes collègues de Tanzanie et du Kenya, ce sont des choses qui sont déjà d'application. Est-ce que c'est pas parce qu'ici au Congo, c'est la gestion prudentielle des finances publiques, ce qui fait qu'on ne veut pas se risquer à faire des levées de fonds, à aller vers des emprunts obligataires? C'est pas à cause de la politique prudentielle des finances publiques? Absolument. Il y a le fait aussi que le secteur productif, n'est-ce pas? Le secteur productif est tellement embryonnaire que l'on ne veut pas se retrouver avec on n'a pas de soubassement, c'est-à-dire qu'il manque, comment on dit, c'est la soutenabilité, voilà, n'est-ce pas? Tout cela, la soutenabilité de tous ces emprunts, de ces dettes, c'est la production interne. Voilà pourquoi nous parlons du deuxième levier aussi, que nous avons de la production locale. Mais avant d'y arriver, avant de parler de la production locale, quand on parle par exemple d'investissement, aujourd'hui, concrètement, nous avons le fonds de promotion de l'industrie. On peut faire la mutation de ce fonds en banque d'investissement. Le FPI peut être transformé en banque d'investissement. Merci beaucoup. Permettez-moi de revenir. Votre question est fondamentale. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule, n'est-ce pas? L'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est l'œuf ou c'est la poule? Vous voyez un peu? La Banque centrale, avec sa politique prudentielle, on se poserait une question. Ne devient-elle pas un frein à la financiarisation de l'économie? C'est pourquoi nous proposons un modèle, n'est-ce pas, où nous disons il faut développer le secteur financier en République démocratique du Congo, mais pas pour simplement le développer, mais sur base d'un programme de la construction du tissu économique. Revenons au FPI. Le FPI, moi je suis toujours de ceux qui s'insurgent contre le fonctionnement actuel du FPI. Je suis désolé, c'est du gâchis. Le FPI ne peut pas fonctionner comme des caissiers, n'est-ce pas? Ils récoltent 15 à 20 millions de dollars le mois et ils se limitent, n'est-ce pas, à pouvoir financer sur base de cela. Non. Je suis d'accord avec vous qu'ils doivent
être muté en une banque d'investissement, en ce moment-là, parce qu'une banque d'investissement fonctionne sur base des mécanismes d'effet de levier. En ce moment-là, le FPI, avec 15 à 20 millions de dollars par mois, doit être à même de réaliser au moins 1 milliard de dollars de projets. Je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que avec ces 20 millions de dollars, cela peut constituer 5% des 100% qui peut lever à travers la finance internationale. C'est-à-dire parce que lorsque vous avez 5% de l'argent que vous recherchez, à travers la finance internationale, vous pouvez obtenir les 100%. C'est comme ça que je dis mathématiquement, lorsque le FPI peut avoir 20 millions de dollars le mois, n'est-ce pas, il peut donc avoir annuellement à financer 1 milliard de dollars de projets. Alors, et cela est faisable. C'est une question de changement de paradigme. Deuxième levier, la production locale. Il y a des préalables pour y arriver. Merci beaucoup. D'abord, c'est une question de changement de paradigme, n'est-ce pas? Parce que à un moment donné, il faut se dire trop c'est trop. Eh bien, on a des chiffres tels que nous importons pour les biens de consommation, chaque mois, nous importons à hauteur de 2 milliards de dollars, s'il vous plaît. Plus de 2 milliards de dollars. Plus de 2 milliards de dollars, et cela fait 24 milliards de dollars par an. Et vous le savez bien, Eric, c'est que qui dit importation dit enrichissement des autres. Nous enrichissons les autres et nous nous appauvrissons. Pourquoi il faut la production locale? Eh bien, c'est parce que si on veut arriver à créer des emplois tels que le chef de l'État veut créer, s'il veut améliorer le panier de la ménagère, n'est-ce pas? S'il veut stabiliser le dollar, eh bien, au-delà des mesures conjoncturelles, le gouvernement, le nouveau gouvernement, doit avoir le courage d'attaquer les mesures structurelles. Et dans les mesures structurelles, nous devons rétablir l'économie réelle. Et dans l'économie réelle, cela commence par la production. Et nous, ce que nous nous proposons dans le cadre de notre modèle, c'est l'industrialisation par substitution aux importations. C'est-à-dire? L'industrialisation par substitution aux importations, c'est-à-dire que nous faisons une shortlist de dire quel est le top 10 des produits que les Congolais importent le plus. Prenons l'exemple. Le Piodi, chinchard. Voilà, chinchard. Nous avons le chinchard. Cuisse de poulet. Cuisse de poulet. Enfin, je sais même pas pourquoi on ne voit jamais les autres parties. Mais bon, voilà, le poulet. Nous avons, je sais pas, le ciment. Voilà. C'est-à-dire que c'est la balance commerciale qui nous donne l'information. Selon la balance commerciale, qu'est-ce qu'on a qui fait cela? Et on met en place une politique nationale pour développer le secteur industriel. Je vais vous dire pourquoi nous avons commencé par le premier levier, la financiarisation. Parce que développer le tissu industriel en tant que deuxième levier, il va se poser un problème. C'est le problème de l'investissement, n'est-ce pas? De l'investissement des entrepreneurs locaux, d'où provient l'argent. Voilà pourquoi nous commençons par dire, il est important déjà d'intégrer les mécanismes de la financiarisation, de savoir comment on lève les capitaux pour que cela serve au deuxième levier, qui est le développement du tissu industriel congolais. Et cela va permettre à ce que le franc congolais, n'est-ce pas, puisse avoir de la valeur. Parce que comme vous le savez, pour un commerçant, n'est-ce pas, la monnaie qui a de la valeur pour lui, c'est la monnaie d'approvisionnement. Pour acheter la marchandise, j'utilise quelle monnaie? Et lorsque nous développons l'industrie locale, naturellement, l'approvisionnement sera local, il sera facile de fixer les prix en francs congolais, donc il sera facile à ce que le franc congolais puisse avoir de la valeur. On va stabiliser le taux de change. On va stabiliser le taux de change. Les mesures conjoncturelles, s'il vous plaît, les mesures politiques doivent afficher leurs limites et allons vers les mesures structurelles, c'est-à-dire la production locale. Alors, production locale, ça veut dire, par exemple, il faut identifier, reprenons le secteur, dans différents secteurs, identifier les opérateurs économiques et appuyer ces opérateurs économiques pour qu'ils puissent créer de la richesse par rapport à leur business. Exactement, exactement. C'est ce que nous avons, je disais que j'avais orienté au Texas à ce qu'on appelle là-bas la Small Business Administration, donc qui est l'équivalent de l'OPEC, qui est devenu ANADEC ici. Comment il fonctionne,
n'est-ce pas, il fonctionne sur un principe de 3 C, n'est-ce pas? Le premier C comme capacity, le deuxième C comme capital, le troisième comme contract. Je vais insister sur le premier C qui est capacity. La capacity, c'est le renforcement de capacité. Ils ont compris que fait l'ANADEC. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'ils font, ce qu'on a vu avec le DG de l'ANADEC, sortant Monsieur Ezekiel, qui a bien vu, c'est que là-bas aux États-Unis, ils mettent en place des programmes de mentoring, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont des programmes d'accompagnement. Et le dernier C, c'est contract. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne des contrats, n'est-ce pas, okay, à ces entrepreneurs. Mais ces entrepreneurs sont accompagnés dans des contrats de mentorat, n'est-ce pas? Des contrats de mentorat, ce n'est pas à dire qu'on t'a formé, on t'a appris comment faire un business plan. Non, on t'accompagne et l'État te donne des contrats, on t'accompagne. En ce moment-là, on gère aussi la question de détournement ou de ceci parce que vous êtes dans un programme très bien contrôlé. Donc, nous pouvons copier ce qui est bon et l'adapter, n'est-ce pas, à notre sauce. On ne laisse pas les gens, n'est-ce pas, se débrouiller même après une formation. C'est faux. Vous le savez bien que même après avoir formé quelqu'un, il faut l'accompagner, le soutenir. Il y a un problème aussi. Production locale suppose énergie qui pose problème. Production locale suppose infrastructure routière, suppose également allègement fiscal. Merci beaucoup. Et là, vous touchez le point. Je m'insurge constamment en faux contre un paradigme qui existe au niveau de pratiquement tous les gouvernements, c'est de dire, mettons en place les infrastructures et l'économie va suivre. Mais attendez, c'est archi faux. Ici, le gouvernement doit aller vers ce qu'on appelle des projets SMART. C'est un sigle, SMART. Ce sont des projets spécifiques, des projets mesurables, des projets atteignables, des projets réalistes et des projets temporels. Mais je vais revenir sur la question de mesurable. Il y a une erreur en termes de paradigme que de croire que les infrastructures entraînent le reste. Non. Il est important... Mais favorise le reste. Parce qu'aujourd'hui, mettons par exemple aujourd'hui avec les 7 milliards de dollars issus de la renégociation de l'accord de collaboration entre la RDC et les composantes entreprises chinoises, 7 milliards de dollars consacrés aux infrastructures routières, c'est pour permettre l'évacuation des produits des zones reculées vers les centres de consommation des villes. Ça va booster la production intérieure, du moins même si ce sont des productions artisanales. Cher Eric, merci. Allez, faisons-en une étude de cas. Pourquoi je dis qu'il faut un changement de paradigme à ce niveau-là pour que ça réussisse? La question fondamentale est de savoir, entre la réflexion sur les infrastructures et la réflexion économique, quelle est la réflexion qui doit précéder l'autre? Si nous mettons la réflexion sur les infrastructures en premier, une fois qu'on a fait les infrastructures, eh bien, ça signifie débrouillez-vous, n'est-ce pas? Mais, or, on sait que déjà l'économie urbaine de la République démocratique du Congo est peu structurée. Que dire de l'économie rurale? Si ces personnes n'ont pas de documents, ils sont dans l'économie informelle, comment pourront-ils accéder au crédit? N'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas de documents. Comment peuvent-ils augmenter leurs débouchés par rapport à l'approvisionnement qui serait à l'international, par exemple? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est important qu'on réfléchisse sur le développement des écosystèmes. C'est-à-dire que si la réflexion économique doit commencer, dans laquelle, n'est-ce pas, les infrastructures est un des éléments. En ce moment-là, on va établir un programme de développement économique, par exemple, du Grand Bandundu. Et on va voir, il y a les routes. Donc, il faut qu'il y ait l'électricité. Il faut qu'il y ait un bureau de l'ANADEC, il faut qu'il y ait un bureau du guichet unique, il faut... Vous comprenez un peu? Alors, c'est ça la réflexion que nous disons. Prenons dans une échelle de 1 à 5. On commence par quoi, d'après vous, pour arriver à favoriser la production locale? On commence par quoi?
Ce que l'on commence, c'est d'abord au niveau de la conception. On commence par concevoir le modèle économique de développement d'un territoire. Parce que nous savons que lorsque partout au monde, vous allez constater que chaque pays, même ici en République démocratique du Congo, chaque région a ses spécificités. Vous comprenez? Vous devez savoir, le Congo, on peut le subdiviser par exemple en 5. On dit à l'équateur, on veut faire l'agriculture de rente. Nous, allez, il y a encore de l'EVA. C'est ça que l'on veut, on veut développer. Au sud, on veut développer, par exemple, les pommes de terre. C'est-à-dire que c'est cette réflexion la réflexion du développement économique des grandes provinces va précéder. Et puis de deux, nous commençons maintenant à nous poser des questions sur les différents moyens. Parmi les moyens, on a les moyens routiers, n'est-ce pas? Les moyens, l'électricité, ainsi de suite. Et enfin, la finalité, c'est le développement, c'est l'activité économique. Et puis c'est l'agent économique en lui-même. Qu'est-ce que l'on fait pour qu'il puisse, n'est-ce pas, s'épanouir? Le problème, lorsque on s'intéresse aux infrastructures seulement, eh bien, on laisse l'agent économique se débrouiller. Et nous sommes en train d'expliquer ici que toutes les économies de marché qui marchent, on ne laisse pas l'agent économique se débrouiller, n'est-ce pas? Et on l'accompagne sur base d'un programme de développement de la sous-région qui a été établi par le gouvernement. Alors, troisième levier, Monsieur Patakonoya, le protectionnisme économique. C'est pas trop fort, ça? Eh bien, chaque pays... Et c'est quoi? Expliquez-nous protectionnisme. Merci beaucoup. Ce sont des barrières, n'est-ce pas? Ce sont des barrières douanières, ce sont des barrières à l'importation que le pays décide de mettre pour favoriser le marché local de certains produits. Je dis bien... Alors qu'on est dans une économie libérale. Si vous êtes, nous sommes dans une économie libérale et je dirais même, vous vous rappellerez que les États-Unis, c'est parmi les économies ultra-libérales, mais naturellement, vous vous rappellerez du contentieux à chaque fois avec la Chine, n'est-ce pas, sur les barrières douanières sur certains produits. C'est-à-dire que oui, nous sommes dans une économie libérale, mais nous voulons aussi que les Congolais puissent, que l'économie réelle, n'est-ce pas, congolaise puisse se développer. Prenons le cas, lorsque nous savons que Bumba, à l'époque, on entendait parler du riz de Bumba, oui. On entendait aussi parler du riz de Lodja. Mais nous savons que lorsque nous allons commencer à produire ce riz, eh bien, il nous faudra peut-être du temps pour que le coût de production de ce riz puisse rivaliser le riz de l'Indonésie, n'est-ce pas? Mais si nous voulons que le Congolais s'habitue à consommer le riz de Bumba et le riz de Lodja, qui sont les deux grands centres de production de riz que nous avons, il faudra bien que le gouvernement puisse mettre en place des mécanismes pour faciliter la consommation de riz. Rappelez-vous que les cimentiers ont posé le même problème. Oui, le ciment provenant de Chine, le ciment provenant de Turquie, concurrence le ciment congolais. Du Congo central. Du Congo central. Et il est important que, et vous savez qu'en matière de ciment aussi, on a tenté, mais ça n'a pas marché. Mais c'est important. Si l'on veut stabiliser le dollar, si l'on veut diversifier l'économie, si l'on veut augmenter le panier de la ménagère, on doit savoir que cela passe par la production locale. Mais la production locale nécessite à ce que ces producteurs soient protégés, n'est-ce pas? Soit protégés, soit encadrés. C'est à ce niveau-là qu'intervient le protectionnisme économique. Mais aussi, il ne faut pas aussi aller de manière aveugle, n'est-ce pas? Il faut y aller de manière tout à fait structurée, tout à fait organisée. Ce n'est pas tous les produits qui seront concernés, mais ce sont des produits phares, n'est-ce pas, qui concernent une grande majorité pour laquelle la consommation est énorme et qui peut permettre à ce que les Congolais puissent se retrouver. Alors le protectionnisme, ça veut dire qu'il faut miser sur la qualité. Il faudrait que cette production rencontre la demande intérieure. On a eu des soucis avec le ciment, production du ciment, et on a été quelque part obligé d'importer. Donc ça veut dire qu'il y a ces préalables aussi si on veut se lancer dans le protectionnisme. Une faille doit être corrigée dans le système politique congolais. C'est l'absence de
planification à long terme. Il est important que, je crois que c'est peut-être de la compétence du Parlement, que l'on puisse adopter, comme dans les grandes puissances, les matières obligatoires, quel que soit le changement de régime. Il y a, par exemple, si nous allons dans une question telle que la normalisation, la standardisation, la mise en place des normes et des standards oblige à ce qu'il puisse y avoir des centres de recherche, n'est-ce pas, qui accompagnent les producteurs pour pouvoir les aider à avoir des standards de qualité internationaux. Il existe un fossé au niveau scientifique entre la production d'un prototype et le produit fini. Entre le prototype et le produit fini, il y a un travail de recherche et développement qui doit se faire. Et cela nécessite donc un investissement de la République démocratique du Congo dans les universités, dans les centres de recherche, pour qu'il soit réellement cet appui aux inventeurs, aux producteurs, aux industriels congolais. Et cela doit se faire dans le cadre d'un programme sur 10 à 20 ans. Et quel que soit le président de la République, quel que soit le régime, il doit y avoir des matières obligatoires, n'est-ce pas, qu'on ne touche pas, on laisse cela avancer. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais si on fait à chaque fois du saupoudrage, après le chef de l'État, celui qui vient, c'est autre chose, il y a un éternel recommencement, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est pourquoi vous demandez au gouvernement de créer des cadres de discussion pour ce type de questions. Oui, mais avant tout, je parle d'un comité de structure économique. Mais il existe déjà un comité de conjoncture. Mais naturellement, vous le savez. Vous savez que la conjoncture veut dire aujourd'hui, veut dire qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Or, l'étude de toute l'histoire économique de la République démocratique du Congo démontre que nous ne nous sommes pas écartés de l'économie d'extraction héritée de la colonisation. Il n'y a pas eu un régime qui a eu le courage, n'est-ce pas, d'attaquer à bras le corps les questions structurelles de l'économie. Ce n'est que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui parle de la diversification de l'économie dans les 6 engagements. Voilà pourquoi nous avons même publié, n'est-ce pas, un article que nous venons de publier aujourd'hui en complément à notre modèle, où nous parlons des défis de la diversification de l'économie. Parce que on montre que l'économie d'extraction avait déjà montré son essoufflement en 1957, n'est-ce pas? Cette économie d'extraction en 1957, mais on l'a pas remarqué parce que juste 3 ans après, il y a eu l'indépendance. Mais on dépend essentiellement du cours des matières premières. Okay, et l'année 1974 a été carrément le cimetière de l'économie de la RDC, où on a vu la chute du cours du cuivre, n'est-ce pas? Et qui s'en est suivi jusque l'économie de la République démocratique du Congo, après les années 1900 qui ont été aussi un cimetière politique, et l'économie de la RDC a commencé à renaître les années 2000, encore avec la reprise du cours du cuivre. Alors donc la croissance de la RDC est tirée par le secteur minier. Exactement. Or, le secteur minier ne dépend pas de nous. Donc nous avons une économie qui dépend de la fièvre, de l'atout mondial. Et cela ne peut pas marcher. Lorsque je parle de l'existence d'un comité de structure économique au niveau du gouvernement, c'est pour aller dans le sens de la détermination du chef de l'État de créer une diversification de l'économie. Et il faut constater que ça sera une première depuis, je dirais, 1908, parce que nous avons cette économie extractive depuis 1908 jusqu'en 2024, où le chef de l'État veut que les choses changent. Et cela nécessite donc des réflexions profondes au niveau de la structure économique de la République démocratique du Congo qui doit changer. Je rappelle que notre invité, c'est M. Patrick Onoya, chercheur, lobbyiste. M. Patrick Onoya, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda.
Il n'y a pas eu changement des prix des denrées de base cette semaine. Un carton de tripes par exemple coûte 70 000 francs et le kilo est à 8 000 francs congolais. Un carton de gésier est à 70 000 francs. Un carton de rognon est à 49 000 francs congolais. Celui de foie est à 53 000 et le kilo est à 5 500 francs congolais. Un carton de pieds de porc coûte 49 000 francs et le kilo est à 6 000 francs congolais. Un carton de poisson salé revient à 65 $ et le kilo varie entre 20 et 22 000 francs congolais. Un carton de poumon est à 50 000 francs congolais. Un carton de cuisses de poulet à bouillir coûte 56 000 francs et les kilos à 6 000 francs. Les cuisses à rôtir sont à 70 000 francs congolais le carton. Un carton de poulet non emballé au poulet nu est à 68 000 francs congolais et la pièce varie entre 9 et 14 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un carton de cotis viandé est à 110 000 francs congolais et le kilo coûte 11 000 francs. Un carton de chinchard 20 plus coûte 88 000 francs. Celui de poisson appelé mbongo est à 69 000 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 44 et 46 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 73 500 francs, voire 77 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg revient à 18 000 francs. Une mesurette ou écolo de maïs varie entre 17 et 3 500 francs congolais. Un seau de cossettes de manioc varie entre 17 et 18 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 25 et 30 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 25 et 30 000 francs, c'est selon la marque. Celui de 25 litres coûte 104 voire 106 000 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 2 000 et 5 000 francs. Le régime s'est négocié à partir de 10 000 francs. Une mesurette ou copeaux de haricots varie entre 3 000 et 4 500 francs congolais, c'est selon la qualité. Un filet d'oignon coûte 85 000 francs. Une botte de feuilles de manioc se négocie à partir de 3 000 francs. Une botte des amarantes coûte 2 000 francs. Une botte des épinards est à 1 500 francs congolais. Une botte de pointe noire est à 2 000 francs. Celle d'oseille est à 1 000 francs congolais. Une chikwang est vendue à partir de 500 francs. Un tas de safou est vendu à partir de 2 000 francs. Un tas de mangoustons se vend aussi à partir de 2 000 francs. Un ananas se négocie à partir de 1 000 francs congolais. Un pain se vend à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales appelées communément mapayakoni. Un plateau d'œufs coûte 16 000 francs congolais. Un sac de braises se négocie entre 50 et 70 000 francs congolais. Merci Biro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur Patrick Konoya, on amorce l'atterrissage. Rapidement, quelques questions avant de nous quitter. Projet 1 hectare pour un étudiant, où en est-on aujourd'hui? Merci beaucoup. Le projet 1 hectare pour un étudiant, je vous remercie. Nous étions déjà, n'est-ce pas, dans la dynamique de la diversification de l'économie. Et nous avons compris qu'il y a un problème structurel. Le problème structurel, c'est que nous avons de la terre et nous avons faim. Et nous avons aussi compris que ce sont ces intellectuels, ce sont ces universitaires qui ont voté pendant plus de 20 ans un budget agriculture 2% dans un pays où il y a 27 millions de Congolais qui souffrent de la faim, où on a 17 enfants qui meurent chaque heure. Ce sont des aberrations. Le projet 1 hectare pour un étudiant est dans sa phase de démarrage. Nous lançons ici en ce mois de février ce que nous appelons la maison de l'étudiant agricole. La maison de l'étudiant agricole, c'est ce cadre, n'est-ce pas, de formation. Les étudiants vont avoir des formations d'une semaine, 2, parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Après ces petites formations que nous commençons, eh bien, ça sera l'octroi des terres. Nous sommes aussi dans des démarches avec les microcrédits ici du pays pour pouvoir. Nous avons besoin de 1000 étudiants, d'ailleurs, qui ont déjà souscrit. 1000 étudiants ont déjà souscrit au projet 1 hectare pour un étudiant. Je vous rappellerai que le chef coutumier de Songololo nous avait octroyé 100 000 hectares de terre. Nous espérons dans la phase pilote utiliser 1000. Nous sommes en train de négocier avec les microcrédits pour emprunter, donc accorder un financement aux étudiants. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les étudiants vont financer une petite partie et l'organisation, donc en ce moment-là, c'est la Fondation Patrick Konoya qui va injecter à travers ses partenaires le reste de l'argent
pour produire, n'est-ce pas, nous allons faire du manioc. Donc nous sommes au stade de démarrage qui commence par la formation. Et nous comptons avec l'appui, naturellement, du chef de l'État, qui, lorsque vous constatez, a très bien souligné cela dans son projet du second mandat, un de ses programmes présidentiels qui est le développement des chaînes de valeur agricole, où il veut travailler essentiellement avec les jeunes. Et nous avons compris que le chef de l'État est avec nous et il va nous appuyer dans l'exécution. Alors, 2-3 questions rapidement. Question courte, réponse courte. Vous faites de la recherche scientifique, vous êtes aussi politique. Absolument. Je fais de la recherche scientifique, je suis politique par responsabilité citoyenne, je suis cadre de l'UDPS, et voilà. Est-ce que votre qualité de cadre de l'UDPS ne biaise pas vos réflexions en tant que scientifique, en tant qu'économiste? Ce que j'apprécie avec le chef de l'État, c'est que c'est une personne qui a un esprit totalement ouvert et qui, surtout dans le cadre du second mandat, recherche des esprits ouverts, capables, n'est-ce pas, de lui prodiguer des bons conseils et de lui apporter des solutions aux problèmes. Parce que ce n'est pas la politique qui va mettre de la nourriture dans le panier de la ménagère, n'est-ce pas? Ce n'est pas la politique qui va diversifier l'économie, ce n'est pas la politique qui va stabiliser le dollar, c'est l'économie, c'est l'agriculture. Vous avez l'ambition de devenir membre du gouvernement, du prochain? Vous comprendrez que je travaille depuis un temps pour le pays, n'est-ce pas? Mais si le chef de l'État le veut bien, je ne dirai pas non. Je rappelle que notre invité, c'était Monsieur Patrick Konoya, chercheur, lobbyiste. Il est aussi cadre de l'UDPS. On l'a découvert à la fin de l'émission. On l'a peut-être surpris avec cette question. Merci Monsieur Patrick Konoya d'avoir répondu à cette invitation de Jeudi Économie. Je vous remercie, mon frère Eric. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à Blaise, Pascal Kalambaï et Didibine Sika qui ont permis la diffusion de cette émission sur YouTube. Merci à John Condé qui a assuré la partie FM. Merci à... La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.